Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvel épisode de Thérapie Podcast. Ça va être un épisode un petit peu particulier parce qu'au final, ça va pas être moi qui vais le faire. C'est Simon qui va vous parler. Donc, je vous laisse en compagnie de cet agréable Simon. Ça va être la première fois que vous l'entendez sur un épisode. Qui plus est tout seul, c'est un épisode technique. On va parler d'une articulation qu'il maîtrise particulièrement bien, du moins bien mieux que moi, qui est le genou. Allez, je vous laisse avec lui. Aujourd'hui, on va continuer de parler des épisodes spécifiques à une zone du corps. Donc aujourd'hui, on va parler du genou et des douleurs de genou. Comment on peut mettre en place et améliorer sa douleur de genou finalement. Bon déjà, pourquoi c'est pas Thomas qui fait ça? Parce que lui, il s'est jamais fait mal au genou. Puis en fait, quand on s'est rencontrés, c'était assez clair. C'était lui qui allait s'occuper des épaules globalement, et puis moi plutôt de la partie membre inférieur. Pourquoi la partie membre inférieure pour moi? Bah, les croisés, hein, tu connais, 15 ans, j'étais là chaud, je joue au rugby, et puis j'étais épais comme une allumette, préparé comme jamais, grosse charge d'entraînement, et puis voilà, hein, la rupture, deux fois, donc 15 et 18. Du coup, bah, j'ai passé pas mal de temps finalement chez le kiné dans ces années-là, et je me suis dit, bon, vas-y, c'est stylé et tout ce métier, t'es là, t'aides les gens, tu fais faire un peu de renforcement musculaire, voilà, t'aides les gens, c'est cool, tu vois. Et du coup, bah forcément, comme j'avais été que chez le kiné pendant 2 ans, du coup, le temps de mes réducs, uniquement pour les genoux, bah je me suis dit ouais, c'est cool le genou. Il y avait un petit peu de d'affectif là-dedans. Et donc, bah depuis le début des études, je me suis dit bah franchement le genou, j'aime bien, j'ai envie d'aller dans cette direction pour mes rééducations et d'essayer d'en apprendre plus de ce côté-là. Et puis voilà, donc fini le diplôme, je me suis dit bon vas-y l'épaule c'est bien, je suis nul, je vais faire une ou deux formations, juste histoire de comprendre un peu le principe. Et puis après je me suis dit bon, moi ce que je voulais à la base c'était faire de la rééducation du genou. Du coup j'ai essayé de me former sur cette zone du corps, ce que j'ai réussi à faire tant bien que mal. Même si au final j'avais pas trouvé tant de formations que ça. Enfin, il y avait pas mal de formations sur la rééducation des croisés finalement, mais pas tant que ça sur les autres pathologies du genou. Et je trouvais que ça manquait un petit peu. Moi, de ce que j'avais comme souvenir des douleurs de la rééducation du genou à l'école, c'était tu fais un petit peu de renforcement du quadri, un petit peu de renforcement des fessiers, et puis ça va te permettre de régler la douleur. Et puis lors du bilan, tu avais différentes choses. Tu faisais un petit diagnostic différentiel sur la tendinopathie rotulienne, pardon. Et puis un test du rabot. Bon, le test du rabot, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros, on t'écrase la rotule avec ta main et tu demandes à la personne de contracter son quadriceps. Et donc là, tu as deux possibilités. Soit tu as une personne qui connaît ce test, qui va te dire non, je veux pas le faire. Soit sinon, la personne elle est un peu insouciante. Là, elle contracte le quadri. Et c'est excessivement désagréable. Hein. Je vous invite à tester ou pas, mais c'est vraiment très désagréable, même si on n'a pas forcément mal au genou. Okay. Donc bon, en gros, pour moi, la rééducation du genou, en sortant de l'école, ça se résumait à ça. Euh, un, un test pour savoir si j'avais une tendinopathie rotulienne, et un test du rabot pour savoir si c'était plutôt un problème fémoro-patellaire. Bon, et je suis sorti de l'école avec ça. Les premières rééducations, forcément, je me suis dit vas-y, je vais faire des tests du rabot. J'ai fait 2-3 fois, j'ai vu que le patient, il avait tendance vraiment à pas kiffer ce test-là, ce que je comprends parce que c'est fortement désagréable. Hein, je sais pas. Enfin, j'avais testé quand même sur Thomas. Je me suis dit ouais, ça se trouve c'est moi, vu que j'ai les genoux cagneux. Je vais ça va être c'est de ma faute, enfin c'est mon corps qui est en mousse. Et puis on a testé sur Thomas et il m'a dit non mais mec, c'est affreux ce truc, ça fait trop mal. Donc bon, forcément, je me suis dit dans ma rééducation que j'allais et dans mes bilans notamment que j'allais arrêter de faire ce super test. Et puis finalement, d'année en année, en ayant de plus en plus de patients qui avaient des douleurs au genou non traumatiques, du coup donc pas liées à un traumatisme, ayant de plus en plus de personnes qui avaient des douleurs au genou, forcément, ça demande de faire un bilan précis. C'est comme toutes les rééducations.
finalement, cette zone du corps ne va pas échapper à cette règle, qu'avec un bon bilan bien spécifique qui évalue toutes les différentes structures, que ce soit musculaire, que ce soit la mobilité, etc., etc., en fait, on va pouvoir aller plus vite dans notre rééducation et pas uniquement faire un petit peu de quadri et un petit peu de fessier pendant 3 mois et on voit ce que ça donne. Pour moi, vraiment la première chose à faire sur une douleur de genou, ça va être d'avoir, vous allez me dire c'est un peu comme tout, mais vraiment une anamnèse très poussée, notamment sur la gestion de la charge d'entraînement de la personne. Pourquoi ? Parce que de mon expérience, j'ai remarqué que c'était souvent la cause des problèmes, surtout chez les personnes sportives, hein, bien sûr. Chez une population sédentaire, ça peut être d'autres choses. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont parlé de ça sur le syndrome fémoro-patellaire notamment, et qui ont tendance à classer le syndrome fémoro-patellaire en 4 sous-catégories. La première, c'est lié à une surcharge, donc pas surentraînement, mais une mauvaise gestion de la charge. Deuxième, ça serait une faiblesse musculaire, mais sans avoir de mauvaise gestion de la charge. Troisième sous-catégorie, c'est la mobilité, qui serait déficitaire. Et la quatrième, j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas très grave, mais ça me reviendra. J'irai voir, je transmettrai l'information à Thomas. Bref, donc, je me suis perdu, mais oui, l'anamnèse ultra important pour les pathologies non traumatiques du genou, qui ont surtout tendance à être des problèmes de gestion de la charge d'entraînement, donc pour les patients plutôt sportifs, comme je vous disais. Dans cette anamnèse, il va vraiment falloir aller creuser pour savoir qu'est-ce qui a changé chez le patient. Est-ce que c'est un changement de nombre d'entraînements par semaine? Est-ce que c'est un changement d'activité? Est-ce que c'est quelque chose de l'environnement extérieur? Je sais pas, un changement de matériel? Est-ce que c'est plus de fatigue? Est-ce que c'est un changement du lieu d'entraînement? J'en sais rien. Toutes ces choses-là qui peuvent avoir un impact finalement sur le genou. Pour vous donner un exemple, ça pourrait être, je sais pas, un mec, il faisait une fois de l'haltéro par semaine, et puis là, d'un coup, il s'est inscrit à une course, et en plus de faire une fois de l'haltéro par semaine, il se dit vas-y, je vais courir 2 fois par semaine, et il fait du dénivelé, positif et négatif forcément. Donc là, on a clairement un signe d'une augmentation du stress mécanique sur le genou, et déjà, tout ça, ça va nous donner des indications pour savoir, ok, vers quoi je veux tendre finalement. Ça va être quoi l'objectif du patient, dans quelle direction je vais aller et jusqu'où je vais poursuivre ma rééducation, avec quels objectifs. Parce que vous savez bien que si on n'a pas des objectifs qui sont précis avant de débuter un traitement, forcément, ça va être, on va naviguer un petit peu en eau trouble et ça va être problématique. Donc, première chose, une belle anamnèse. Après, pour moi, il va falloir aller évaluer du coup la mobilité. Bon, à l'école, la mobilité, de ce que je me rappelle, on avait la mobilité de la patella, là, on la prenait, on la tournait dans tous les sens. Enfin, pas dans tous, j'exagère, mais voilà. Et la flexion-extension de genou, qu'on testait avec la hanche tendue et la hanche pliée, ce qui modifie la tension sur le droit fémoral. Ok, c'est très bien. Et puis, petit à petit, avec la pratique, on s'est rendu compte que il y avait autre chose qui bougeait dans le genou. Enfin, il y avait une autre fonction dans le genou, c'était la rotation. Ces rotations, notamment la rotation médiale, on se rendait compte que souvent, elle était assez déficitaire chez les patients, et notamment chez des personnes qui se plaignent de douleurs de genoux lorsqu'ils font du squat, par exemple. Nous, on a plutôt ce profil-là de patients en cabinet, mais lorsqu'ils font du squat, des douleurs en barre, petites gênes en bas du squat sur le genou, on s'est rendu compte que souvent, chez ces personnes-là, un des déficits de mobilité, c'était un gros déficit de rotation médiale sur le genou. Et donc forcément, c'est une fonction à aller tester. Je vous invite à aller tester sur vos patients que vous voyez au cabinet, là, qui ont un peu mal au genou, cette rotation médiale. Je pense que y a des pistes à explorer. Et puis après, c'est bien beau d'avoir mal au genou, mais il y a d'autres choses qui vont impacter le genou. Il va y avoir la mobilité de cheville, forcément, qu'il va falloir aller évaluer, et la mobilité de hanche. Globalement, le genou, c'est une articulation qui est quand même relativement stable, ok,
mais qui est coincé entre la hanche et la cheville. Et du coup, il suffit qu'il y ait un déficit sur l'une des deux articulations, voire sur les deux parfois, pour qu'en fait on mette beaucoup plus de tension sur le genou et sur le maillon de la chaîne qui est le genou. Et donc le fait d'augmenter ces tensions-là, ça va augmenter le stress mécanique et potentiellement être la cause de la blessure, de la douleur de notre patient. Donc vraiment, n'oubliez pas sur vos bilans de genoux d'aller évaluer cette mobilité également donc sur la rotation médiale et également au niveau de la cheville, principalement la flexion dorsale, okay, et sur la hanche avec toutes les mobilités en rotation interne et rotation externe de hanche qui vont être des mobilités qui peuvent être souvent déficitaires, encore une fois, chez ces profils de sportifs qui ont tendance à faire du squat et chez un public plus général aussi, on a souvent des déficits de mobilité sur ces deux articulations sus et sous-jacentes. Pour moi, il y a un muscle qui va être très important également à aller tester. Et de par sa raideur, sa tension, ça va être le muscle du droit fémoral qui peut souvent être assez raide chez les patients qui ont eu des douleurs de genoux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été dans une amplitude de flexion maximale pendant assez longtemps. Et du coup, cette structure musculaire, elle s'est un petit peu enraidie et on retrouve des déficits qui sont assez importants quand on compare les deux côtés du patient. Et ça va être, entre guillemets, assez simple à aller travailler spécifiquement. On a pas mal d'exercices clés qui nous permettent d'aller le bosser et d'aller gagner en amplitude sur ce groupe musculaire. Donc je pense que c'est important d'aller l'analyser et d'aller essayer de le traiter un petit peu. Enfin pas un petit peu, de le traiter complètement d'ailleurs pour restaurer un peu les fonctions initiales du patient. Bon, donc on a parlé d'anamnèse qui était très important, mais ça au final, vous savez, c'est pour tout la même chose. De mobilité, donc genou, cheville, hanche, pour moi ça me paraît primordial. Et puis, il y a un truc qui fonctionne assez bien sur le genou, mais je sais pas, j'avais pas forcément vu ça en formation, moi. Ça va être l'utilisation de la modification de symptômes. Un petit peu comme le font comme c'est fait dans la méthode Mackenzie, ou comme c'est fait depuis plus récemment sur la rééducation de l'épaule. Plus récemment, je dis, ça doit faire à peu près un peu plus de 10 ans, mais le temps que les gens le fassent de manière plus régulière, la modification de symptômes sur l'épaule, on va dire, avec 4-5 ans que ça commence à être de plus en plus connu. Mais au final, ce principe de modification de symptômes, il est valable pour l'ensemble des douleurs musculo-squelettiques, je pense. Et le genou ne déroge pas à cette règle, du coup. On va pouvoir tester la fonction douloureuse, une fonction qui est douloureuse chez le patient. Ça peut être pour le genou bien souvent des fentes, des squats, descendre une marche par exemple. Et cette fonction, ça va être notre marqueur. On va demander au patient de noter la douleur globalement de 0 à 10. Et puis nous, derrière, on va aller chercher à changer quelque chose, à changer un paramètre. Ça peut être lui redonner de la mobilité au niveau de la cheville. Ça peut être lui redonner de la mobilité au niveau de la hanche. Ça pourrait être lui activer les fessiers, par exemple. Tout un tas de choses. Vous faites ce que vous voulez, dans la limite du raisonnable. Commencez pas à lui faire du bol chantant ou du chamanisme avec des incantations. Quoique, si ça marche, entre guillemets, sur le patient et que instantanément après votre technique, il a moins de douleur, peut-être que cette technique, elle va pouvoir vous servir pour votre rééducation. Ça sera la porte d'entrée finalement de la prise en charge active du patient et ça permettra petit à petit d'aller vers du renforcement. Oui, du quadriceps, ça c'est sûr, c'est pas nouveau. Quoi qu'il arrive, il va falloir aller le bosser, ce fameux quadriceps. Donc voilà, modification de symptômes au niveau du genou, pour moi, c'est vraiment ultra important. Ça fonctionne assez bien, honnêtement. Testez, un petit peu comme vous le faites sur les épaules, comme vous avez peut-être pu le voir dans différentes formations. Réfléchissez, essayez de voir ce qui bloque, modifier le paramètre qui bloque en question
et constater s'il y a une amélioration. S'il n'y a pas d'amélioration, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que cette technique ne fonctionnera pour personne, mais ça veut juste dire que pour ce patient-là, c'est pas la bonne technique dans un premier temps. Peut-être que d'ici 2, 3, 4 semaines, ça fonctionnera. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre pour ce fameux bilan de genou? Je m'étais préparé une petite feuille quand même, parce que j'ai pas l'habitude de cet exercice compliqué des podcasts. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur en tout cas. Ouais, je m'étais noté un muscle souvent oublié, le droit fémoral. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un muscle clé pour moi qui peut mettre pas mal de tension en fait s'il est raide au niveau de l'articulation fémoro-patellaire. Donc il y a un réel intérêt, je pense, à aller bosser sur ce muscle spécifiquement, que ce soit sur du travail tissulaire classique avec du rouleau de massage ou en manuel avec des triggers, voire du dry needling si vous pratiquez. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le dry needling, c'est de la thérapie avec des aiguilles dans des points triggers, des points gâchettes. Ça ressemble un petit peu à de l'acupuncture globalement, pour faire vite. Donc bref, vraiment aller tester ce droit fémoral, constater le déficit entre les deux membres. Et c'est vrai pour les genoux non traumatiques, il y a souvent une différence droite-gauche, mais pour le coup, pour les genoux traumatiques suite à une entorse, une fracture, là, généralement, c'est quasiment dans 100% des cas, c'est systématique qu'on retrouve ce déficit au niveau du droit fémoral. Donc, allez le bosser. Ce muscle, il va mettre pas mal de tension au niveau donc, de l'articulation fémoro-patellaire. Et finalement, si on ne l'évalue pas, on se dit, ouais, c'est juste dans les derniers degrés de flexion de genou, c'est pas grave. Mais je pense que ça peut être quand même assez limitant chez les patients. Ça peut être assez limitant sur certains mouvements fonctionnels et petit à petit ça peut mettre de plus en plus de contraintes et causer, enfin et être une des gouttes d'eau qui va faire déborder le vase. Donc c'est pas compliqué de le traiter et de travailler sur ce droit fémoral. Donc allez-y, surtout n'hésitez pas à aller le bosser. Donc une fois qu'on a fait notre modification de symptômes, forcément il va falloir prendre d'autres marqueurs. On a évalué la mobilité, on a évalué un petit peu l'état de la gestion de la charge d'entraînement de la personne. Un des principaux facteurs aussi qui peut être pertinent à aller bosser, à aller tester, ça va être la force. Okay, bien sûr, la force du quadriceps, c'est primordial. Et là, bien souvent, on aura un déficit de force sur le membre douloureux. Pourquoi ? Bah déjà, première chose, il y a eu pas mal d'études qui ont montré, une étude notamment, qui a montré que à partir du moment où on avait une douleur de genou qui était induite dans l'étude, elle était induite par le chercheur, on avait instantanément une perte de force de l'ordre de 15 à 20% au niveau du genou, et à partir du moment où on simulait un œdème, on avait une perte de force de l'ordre de 30%. Donc c'est pas, entre guillemets, anormal d'avoir des genoux avec des quadriceps avec un déficit de force sur le quadri de plus de 30%. Okay, souvent, c'est lié à la douleur et à l'œdème, s'il y en a. Okay, et ce n'est peut-être pas encore vraiment un déficit sur la structure musculaire à proprement parler. Okay, c'est plutôt de l'ordre du système nerveux central, peut-être, qui ne veut pas envoyer assez d'influx parce que il se protège, il protège son articulation, il protège l'articulation, il se protège de la douleur. Donc on va aller tester ce quadriceps, et là on a plusieurs méthodes, on peut tester le gold standard, ça va être le dynamomètre isocinétique, pardon. Ça coûte extrêmement cher, on utilise très peu ça en cabinet, mais un petit dynamomètre manuel de pression ou de traction, franchement, ça fait largement le taf et ça nous permet d'avoir des indicateurs. Si jamais on n'a pas de dynamomètre, on peut faire avec ce qu'on a, à savoir un test fonctionnel on pourrait partir sur du leg extension, donc de l'extension de genou à la machine, ou si on n'a pas de leg extension, on ferait un test fonctionnel, par exemple un single leg, le maximum de répétitions assis debout sur une jambe. On est d'accord, ça n'évalue absolument pas la force du quadriceps, mais en demandant au patient, on va pouvoir avoir peut-être des informations. Il va nous dire, là je sens que j'ai moins de force, là je peux faire moins de répétitions,
et on pourra le noter dans notre bilan et ça nous fera un marqueur d'évolution et de progression de notre bilan. C'est surtout à ça que ça va servir. Donc on évalue cette force du quadri et on va devoir aller tester également les muscles abducteurs de hanche, les fessiers. Ça va être ultra important. Souvent, on retrouve des patients qui ont un déficit du contrôle moteur au niveau du genou. Et je crois bien que c'était ça la quatrième catégorie. La quatrième catégorie du syndrome fémoro-patellaire, sous-catégorie, pardon, c'était des personnes qui avaient un problème de contrôle moteur avéré, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas capables, sur un exercice en unilatéral, de ne pas avoir le genou qui rentre, même si on les aiguillait, on leur demandait de le faire. Bref, donc on en était sur le moyen fessier, vraiment très très important d'aller le tester, okay, d'aller tester, mais plus généralement l'ensemble de la chaîne latérale en fait. Okay, on peut avoir un moyen fessier fort, mais des abdos de la chaîne lat faibles, et du coup en fait cette chaîne latérale elle va pas répondre aux besoins de stabilité que demande la hanche, et comme je vous le disais tout à l'heure, ça va compenser au niveau du genou. Donc déjà, si vous arrivez à mettre ces choses en place, vous allez avoir plein déjà de pistes de rééducation pour votre patient. Vous allez être bien plus précis que juste un test du rabot et une petite palpation du tendon rotulien. Okay, bien que ces tests peuvent être utiles, mais bon, ça va pas être les plus ça va pas être les plus pertinents finalement, hein, quand même. Enfin, surtout le test du rabot, moi honnêtement, à mon avis, vous pouvez le prendre, vous foutez à la poubelle, ok. Le rabot là, c'est bien pour couper du bois, mais pas en rééducation, c'est trop agressif, ok. Bon bah donc voilà, une fois que vous avez l'ensemble de ces critères qui sont évalués, vous allez avoir en partie vos objectifs avec votre ligne directrice pour la rééducation. Est-ce que je vais devoir plus bosser mon quadri parce que j'ai un gros déficit de force? Est-ce que je vais devoir accentuer le travail sur la mobilité de cheville parce qu'il y a un gros déficit de cheville qui vient impacter mes douleurs de genoux, etc., etc. Et tout ça, j'espère que ça vous aidera, vous, à aider d'autres personnes donc, qui souffrent de ces malheureuses douleurs de genoux que l'on connaît. J'espère en tout cas que les croisés n'ont pas mis un terme à votre carrière. Si c'est le cas, c'est triste, hein. C'est triste, mais bon, on aura toujours une excuse au moins, on est tranquille. Bon, et ben, il va être l'heure de conclure mon premier épisode du Training Therapy Podcast. On pensait que le premier épisode serait cet épisode qu'on doit faire ensemble avec Thomas depuis à peu près 8 mois et qu'on n'a toujours pas fait. Bon, c'est vrai qu'on procrastine un peu là-dessus, mais on va régler ça, j'espère, rapidement. Et donc ouais, j'espère que ça vous a plu ce petit podcast. Je sais qu'il y avait eu pas mal de retours sur les autres qui traitaient d'une zone où Thomas avait parlé du diagnostic différentiel des cervicales et du renforcement musculaire notamment. Donc n'hésitez pas à nous dire si ce petit épisode vous a plu. Vous nous envoyez un petit message sur Instagram du coup, hein, directement. Et puis vous pouvez aussi nous faire part parce qu'on a eu pas mal de messages sur le fait que Thomas ait une voix un peu ASMR. Alors est-ce que j'ai un avenir dans l'ASMR ou pas du tout? Dans ce cas-là, comme ça réglera le problème et j'aurai une excuse pour dire à Thomas que je ne ferai plus de podcast. Donc n'hésitez pas à nous dire ça par Insta. Et enfin, pour finir, classique, hein, il faut surtout ne pas oublier d'aller noter le podcast 5 étoiles. Hein. Si c'est moins de 5 étoiles, franchement, t'es sympa, merci, le fais pas. C'est tout, le fais pas. Mais 5 étoiles. Donc notez le podcast sur Spotify ou les épisodes sur les plateformes sur lesquelles vous pouvez noter l'épisode en particulier. Donc voilà, il est temps pour moi d'aller faire un peu de placo parce que j'adore ça, moi, c'est ma passion, le bricolage, vous l'aurez compris peut-être à travers des différents épisodes. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et un très bon mois de mars à tous. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cet petit épisode qui sort un petit peu de la normale, on va dire.
n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Insta pour nous dire si vous avez apprécié le contenu. On en fera d'autres comme ça si vous avez kiffé. Si vous n'avez pas kiffé, bah, on n'en fera pas. N'oubliez pas de noter le podcast sur toutes les applications de streaming. Je crois qu'il y a que Spotify et Apple Podcast qui permettent de le faire pour l'instant, mais c'est important. Ça nous permet de remonter un petit peu dans les classements et du coup de vous produire toujours plus de contenu. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, on a un e-book gratuit à ce sujet qui est sur le site. Je vous mettrai le lien dans la description, qui parle bah, justement des douleurs de genoux et de comment modifier facilement les symptômes à ce niveau-là rapidement avec vos patients, parce que ça fait vraiment la différence. Et si vous voulez aller encore plus loin, évidemment, il y a la formation sur le genou avec Simon. Ça va bien vous aider si vous galérez un petit peu avec vos patients au cabinet ou que du moins vous êtes tout le temps dans la même routine. Salut les amis, on se dit à la semaine prochaine avec moi cette fois-ci, je vous promets.